La jurisprudence récente a été foisonnante. Nous allons faire quelques focus sur des thèmes qui ont retenu notre attention. Alors, jusqu'à très récemment, plus exactement jusqu'au 25 novembre 2020, il y avait un précepte en droit du travail et en contentieux judiciaire applicable au droit du travail et au conseil de prud'homme. Le précepte était le suivant. Une preuve qui aura été obtenue de manière illicite ne peut être prise en compte par le conseil de prud'homme et plus tardivement par la cour d'appel. Il y a eu un revirement de jurisprudence ce 25 novembre et ce revirement de jurisprudence, on le doit avant tout à l'Europe. Alors, les faits de l'espèce sont très intéressants. Nous avons un salarié qui avait été mis à pied à titre conservatoire, puis avait été licencié pour faute grave, pour un motif grave qui était celui de l'usurpation de données informatiques. Il avait envoyé des mails de demande de renseignements en usurpant l'identité de société cliente de son employeur. Alors, de manière assez amusante, ce monsieur, ce salarié, était à l'époque correspondant informatique et liberté, la terminologie ayant changé puisque maintenant on parle de délégué à la protection des données. Son employeur avait fait une enquête et avait remonté la piste des fichiers dits de journalisation conservés sur les serveurs de son entreprise pour vérifier que les mails en question étaient partis de l'adresse IP de son salarié. Le salarié lui avait dit, pour sa défense, la preuve que vous avez obtenue n'est pas une preuve licite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas déclaré à la Commission nationale informatique et liberté le fait que vous étiez en mesure de vérifier l'adresse IP des salariés et de moi, avait-il dit en particulier. Donc, vous n'aviez pas déclaré le système aboutissant à un traitement informatisé des adresses IP des salariés. Il aurait dû gagner, c'est-à-dire que peu importe le fait qu'il réponde sur le fond de son licenciement, faisant tomber la preuve par laquelle l'employeur prouvait le grief du licenciement et donc la faute grave, il était en mesure de gagner son procès. Et la Cour de cassation a mis en balance dans son analyse deux droits fondamentaux. Alors, le droit du salarié au respect de sa vie privée, de sa vie personnelle, et le droit de l'entreprise. Le droit de l'entreprise a prouvé le fait que l'un de ces droits était lui-même foulé aux pieds par le salarié. Donc, c'est ce qu'on appelle le droit à la preuve. Le salarié avait droit au respect de sa vie privée, et c'est-à-dire il était en droit d'envoyer des mails de son adresse IP. Quel type de mail? Eh bien, ça, c'est une autre affaire, une autre question. Mais deuxièmement, l'employeur, lui, en même temps, dans le même laps de temps et en face, était en droit de prouver les griefs qui avaient fondé son licenciement. Et la Cour de cassation a estimé qu'il fallait concilier ces deux droits et que comme en l'espèce la production des fichiers dits de journalisation était indispensable à l'employeur, eh bien, des turpitudes du salarié. Donc, vous aurez remarqué qu'on parle de indispensable. Et c'est vrai que l'employeur, sans ces fichiers de journalisation, ne pouvait pas établir la preuve de sa faute grave. La jurisprudence s'est ensuite intéressée, dans la foulée des tickets restaurants, aux salariés qui demandent la prise en charge de ces frais de transport public.
et à considérer que même si le salarié habite à plus de 700 km de son lieu de travail, il est parfaitement en droit de demander à son employeur de payer les frais de transport. Donc, le cas d'espèce est un cas intéressant, puisqu'il est, à mon avis, amené à se réitérer en raison du télétravail. Le salarié, en l'espèce, était domicilié dans l'Hérault. Or, son lieu de travail était dans le Val-de-Marne, soit à plus de 700 km. L'employeur lui avait dit qu'il était hors de question pour lui de prendre en charge les frais d'abonnement SNCF. Souscrit, le salarié rentrant dans l'Hérault en fin de semaine, pendant ses congés. Et là encore, l'employeur aurait dû réfléchir à un point fondamental. C'est que l'obligation de prise en charge des frais de transport public s'applique même lorsque le salarié habite loin de son lieu de travail. Je précise naturellement que cette problématique se retrouve dans les situations en région Île-de-France. Donc, même si l'éloignement est dû à une simple convenance personnelle du salarié, la réglementation sera identique, quelle que soit la situation géographique de la résidence habituelle. Donc, il est très important en la matière, si l'employeur veut éviter dans le futur ce type de désagrément, qu'il mentionne dans le contrat de travail le lieu d'exercice du travail et qu'il prévoit ainsi, de la même manière, une information obligatoire de l'employeur dans l'hypothèse où le salarié serait amené à changer de lieu d'habitation. L'Europe a donné naissance à toute une réglementation et une jurisprudence relative au principe de discrimination, et notamment de discrimination homme-femme. Donc, au fil des mois, on voit des arrêts qui apparaissent sur des thèmes très divers pour rappeler les contours du principe d'égalité et du principe de non-discrimination. Il s'agissait en l'espèce d'un congé supplémentaire qui était réservé aux mères par la convention collective. Donc, la question qui s'est posée à la Cour de justice de l'Union européenne est la suivante. Est-ce qu'une convention collective peut réserver aux femmes élevant seules leur enfant le droit à un congé supplémentaire au regard du congé légal de maternité? La Cour de justice a répondu oui, mais sous conditions. Les conditions sont intéressantes. Alors, la première des conditions, c'est les conditions d'octroi du congé supplémentaire. La deuxième condition, c'est les modalités et la durée du congé. Et la troisième condition, c'est le niveau de protection juridique correspondant au congé. Donc, vous noterez au fil de cet arrêt que le congé est possible si le congé supplémentaire réservé à la mère est possible, si ce congé fait l'objet d'une protection identique à la protection qui règne s'agissant du congé légal de maternité, c'est-à-dire en clair interdiction de licencier, et que le congé en question fait suite au congé de maternité et que le congé a une durée identique, une durée qui ne saurait varier. C'est une durée obligatoire qui a pour objectif de préserver la santé de la mère. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans l'affaire qui nous concerne, puisqu'il s'agit d'une question dite préjudicielle posée par la justice française à la Cour de justice, c'est une victoire à la Pyrrhus, finalement, pour l'employeur à la base qui avait appliqué une convention collective. Pourquoi je dis ça à la Pyrrhus? Parce que la convention collective dont il s'agit ne devrait pas permettre
de rentrer dans les exigences de la jurisprudence et donc le congé en question devrait être reconnu, on va parler au conditionnel et non pas au futur, devrait être reconnu comme discriminatoire car ne profitant pas au père. Nous avons, depuis plusieurs mois, une augmentation significative des chefs de demande dans les contentieux, constitués par le harcèlement moral. Et là encore, nous avons des typologies construites petit à petit par les arrêts de conseils de prud'homme, de cours d'appel, puis de cours de cassation qui nous renseignent sur les suites directes et indirectes du harcèlement moral, mais également sur la définition même du harcèlement moral. Donc, dans cet arrêt du 4 novembre 2020, était concernée un salarié plus exactement, qui avait été placé en arrêt maladie durant plusieurs périodes et qui finalement avait été déclaré apte par la médecine du travail, mais avec des réserves importantes s'agissant du port de charges lourdes. Il lui était interdit de porter plus de 25 kilos manuellement. Finalement, l'employeur n'avait pas mis en pratique les avis d'aptitude dits avec réserve ou avec restriction et a sanctionné le salarié qui a refusé de porter les charges en mettant en avant le certificat médical de la médecine du travail. Donc, le salarié, dans sa défense, au regard du licenciement et dans l'argumentation qu'il a produite pour contester le licenciement, a évoqué l'idée, très intéressante en soi, que l'employeur l'a harcelé moralement. Et vous allez me dire, mais en quoi l'obligation de porter des charges est-il une facette du harcèlement moral? Donc, on reprend la définition du harcèlement moral. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel. Cet article L1152-1 du Code du travail a permis à la Cour de cassation d'estimer que l'attitude de l'employeur, qui a consisté à ignorer les préconisations du médecin du travail, a mis en péril l'état de santé physique de ce dernier et donc que le non-respect des préconisations du médecin du travail était constitutif d'un agissement de harcèlement moral. Enfin, dans la même veine, s'agissant de l'étude de la santé du salarié sur son lieu de travail, la jurisprudence s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur suite à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail est très fournie. Alors, on a un arrêt qui montre les limites de la liberté d'action de l'employeur, dans le sens où il est tenu, comme vous le savez, à une obligation de sécurité dite de moyens renforcés, c'est-à-dire qu'il doit prouver qu'il a tout fait pour qu'il n'y ait pas un accident du travail, étant précisé qu'avant, il s'agissait d'une obligation de sécurité dite de résultat, c'est-à-dire que le simple fait qu'il y ait une reconnaissance d'accident du travail ou qu'il y ait une maladie professionnelle prouvait en soi que l'employeur avait violé son obligation de sécurité. Alors, en l'espèce, l'employeur avait commencé par bien faire les choses puisqu'il avait mis en place un système d'alerte pour un salarié qui travaillait de manière isolée, c'est-à-dire qui était présent
en dehors des heures dites ouvrables, qui étaient présents par exemple la nuit ou les congés ou durant les fins de semaine, qui étaient présents sur un lieu de travail. Et donc là, en l'espèce, le salarié travaillait un dimanche, il était de service un dimanche, agent de sécurité, dans des locaux. Il était le seul à être présent dans les locaux et il surveillait les locaux le dimanche. Le salarié a eu un malaise. L'AVC a été, il s'agissait d'un AVC qui a été pris en charge comme un accident du travail. Et malheureusement, l'employeur a été condamné pour faute inexcusable. Pourquoi? Parce qu'il avait forcément conscience du danger auquel était exposé son salarié, puisqu'il avait mis en place un système qui permettait aux salariés isolés de prévenir les secours. Malheureusement pour l'employeur, le système a connu une faille puisque le salarié n'a été secouru qu'au bout de 3 heures. Or, 3 heures, c'est beaucoup trop long. Il aurait dû intervenir à bref délai. Donc, dès lors que l'employeur avait estimé nécessaire de mettre en place ce dispositif, il aurait dû aller jusqu'au bout de son analyse et faire en sorte de prévoir une intervention beaucoup plus rapide.